hors de question d'abandonner Québec. Champlain refuses to give up. Le sage Champlain, il n'y a pas d'Amérique française. C'est un personnage mythique. Champlain's dream was, in one word, a dream of humanity. Dans la vision de David Hackett Fischer, nous vivons encore aujourd'hui avec l'héritage de paix et l'esprit de collaboration de Champlain. Voici le portrait renouvelé et fascinant de l'homme. Toujours à la poursuite de son rêve, Samuel de Champlain cherche l'endroit idéal pour bâtir un nouveau monde. Un monde prospère où Amérindiens et Européens pourraient vivre dans un esprit de collaboration. Durant cette série, nous allons suivre ses aventures d'une toute nouvelle façon. L'historien américain David Hackett Fischer a consacré une partie de sa carrière à Samuel de Champlain. Son ouvrage, Le rêve de Champlain, nous fait découvrir son extraordinaire épopée. Son livre nous a inspiré cette série. Nous serons accompagnés par 3 correspondants sur le terrain. Vincent Leclerc sera en Europe et aux États-Unis, Charles Bender en Ontario et Fabienne Labbé au Québec. En studio, notre archiviste précisera certains détails importants. Nous utiliserons une ligne du temps pour nous situer dans l'époque et nous permettre de faire des allers-retours dans l'histoire. Plusieurs spécialistes de renom nous aideront à mieux comprendre les différents enjeux. L'année suivante, Hey, debout. Hey! Allez! Hey! Ton tour. Y'a personne d'autre qui est venu du bateau? Non. Ces peureux préfèrent leur cabine puante au bon air de la plage. Tant pis pour eux. Duval, tu penses vraiment qu'ils vont pas nous punir pour avoir désobéi aux autres? Poutrincourt est un mollusque. Il ne peut rien contre nous. T'inquiète pas. Aidez-nous! On nous tue! À l'établissement de l'île Sainte-Croix, le pire ennemi des colons français est invisible. Alors qu'ils sont emprisonnés sur l'île par les neiges et les glaces, une mystérieuse maladie se met à les décimer un à un. Au printemps, sur les 79 colons du départ, il n'en reste plus que 11, dont Champlain et le commandant de Monts. La plupart ont péri dans des souffrances atroces. Champlain veut à tout prix comprendre ce qui s'est passé, car il semble clair que l'avenir de la Nouvelle-France dépend de leur capacité à combattre ce fléau. Depuis, il y a eu plusieurs fouilles archéologiques qui ont permis de confirmer les doutes de Champlain, qui lui était persuadé qu'il s'agissait d'un mal d'origine alimentaire. Il faisait preuve, une fois de plus, d'une extraordinaire intuition. Le scorbut, à l'époque, est une maladie aussi méconnue que redoutable. Les marins du 15e au 17e siècle en souffrent régulièrement. Champlain n'est pas loin de comprendre la maladie. Voyant que les Amérindiens n'en sont pas affectés, il déduit à tort que la chair d'animaux fraîchement tués peut servir de remède. Mais il faut attendre le début du 20e siècle pour comprendre les causes du scorbut, qui est simplement une carence en vitamine C, mais qui provoque d'aussi grands ravages que le déchaussement des dents, des hémorragies et ultimement la mort. Les Amérindiens combattaient le scorbut en faisant bouillir de l'écorce de cèdre blanc, un mélange riche en vitamine C. Plus tard, les colons s'en inspireront pour créer leur propre remède, la bière d'épinette. C'est une maladie qui est affreuse. De toute façon, dans les descriptions,
que nous a laissé Champlain. Les médecins c'est assez précis pour que les médecins aujourd'hui puissent prendre la description écrite et dire oui, en effet, c'est du scorbut. Okay? Alors les plaies ne guérissent pas, le sang qui coule des plaies est noir. Okay? Les dents des gens tombent. Essentiellement, c'est un miracle qu'il y en ait quelques-uns qui aient survécu. Malgré l'hécatombe causée par le scorbut, Champlain et ses compagnons refusent d'abdiquer. Le printemps venu, les renforts arrivent de France et ils retournent explorer les côtes acadiennes pour trouver un lieu d'établissement. Mais contrairement aux Anglais, ils veulent aussi créer des liens avec les Amérindiens. 3 expéditions sont organisées. Champlain est de chacune d'elles, mais ne commande que la première. Il explore cette partie de l'Acadie qui comprend les côtes de l'actuelle Maine, où vit la nation Abénaquis. Nous passâmes près d'une grande quantité d'îles, la plupart couvertes de pins, de sapins et autres mauvais bois. Parmi ces îles, il y a plusieurs beaux et bons ports, mais la terre y est fort mal plaisante. Nous passâmes aussi proche d'une grande île où se trouvent 7 ou 8 montagnes rangées les unes proches des autres. Le sommet de la plupart d'entre elles est dégarni d'arbres. Je l'ai nommé l'île des monts déserts. Champlain, comme toujours, cartographie la région. Voici une carte manuscrite des côtes et ports d'Acadie dessinée par Champlain suite à ses explorations. Il fait un travail sobre et détaillé. Il cherche simplement à faire ressortir les principaux aspects géographiques et la présence indienne avec un degré très élevé d'exactitude. Regardez ce qui se passe si on la compare avec la carte dessinée par le capitaine anglais John Smith. Ici, les aspects dominants sont le grand portrait de Smith et les armes d'Angleterre. Pour Champlain, pas de portrait, mais un détail qui en dit long. Ces nombreux petits campements que l'on voit le long de la côte qui indiquent la présence autochtone. Alors qu'il parcourt les eaux dangereuses le long de ses côtes, Champlain utilise une sonde de plomb pour mesurer la profondeur des eaux. Mais même cette précaution ne suffit pas à éviter un haut fond. Cette bouée indique l'endroit exact où le bateau de Champlain s'est échoué, n'ayant pu détecter à temps cette bande rocheuse à fleur d'eau. Heureusement, les dommages sont mineurs et Champlain reprend la mer une fois que la coque de son bateau est réparée. Il contourne alors l'île qu'on peut voir au loin, enveloppée dans le brouillard. Il rencontre un groupe de chasseurs abénaquis qui lui proposent de l'amener à la rencontre de leur chef, Bessabèze, en amont de la rivière Penobscot. L'endroit est aujourd'hui la ville de Bangor, dans le Maine. Champlain pose le pied sur cette rive et décrit de magnifiques chaînes dont il ne reste qu'un nom de rue. C'est au croisement de la rivière Kenduskeag que l'on aperçoit derrière ce petit centre d'achat là-bas que Champlain va à la rencontre du chef Bessabèze. Fidèle à ses habitudes, Champlain approche les Amérindiens entourés de peu de monde et sans armes pour ne pas inquiéter ses interlocuteurs. Par contre, il le fait sans naïveté et prend soin de se préparer au pire. Avant de débarquer, il donne l'ordre à l'équipage de sa barque d'approcher les Amérindiens en gardant leurs armes bien dissimulées, mais prêtes à tirer si les choses allaient mal. Comme l'accueil de Bessabèze est chaleureux, les armes restent cachées et aucun signe d'hostilité n'est visible ni d'une part ni de l'autre. Cette approche voit alors à Champlain le respect et la confiance de ses hôtes. Et la rencontre se solde par un grand festin, le rituel de la tabagie, où l'on fume et on échange des cadeaux. Et grâce à l'infatigable sociabilité de Champlain, la fête dure toute la nuit et débouche au petit matin sur une nouvelle amitié franco-amérindienne. And that's what made him so special. He treated the Indians as his equals, and they responded in the same way. They continuously tested each other, and Champlain passed the test. The Indians believed in the power of the spirit in a man. They looked for what they called orenda, which was a kind of strength of the spirit. And they arranged tests when they met Champlain to see just how strong his spirit was. And he always was able to pass those tests. Au cours de ce long voyage, Champlain ne trouve pas de lieu propice à un nouvel établissement. Mais il fait tout de même un gain primordial. Sa rencontre avec les Abénaquis crée une alliance qui va durer près de 200 ans. De leur côté, les sieurs de Mont et de Poutrincourt obtiennent le résultat inverse. Les deux dirigent des expéditions plus longues et plus au sud, auxquelles Champlain prend part. Ils y découvrent des terres habitables où ils n'auraient plus enfin à affronter les terribles hivers du Nord. Mais face aux Amérindiens, ils n'ont pas le même doigté que Champlain.
Demont met d'abord la patience de Champlain à l'épreuve, en passant 2 longues semaines à refaire son parcours, sans toutefois y faire de nouvelles découvertes. Quand ils arrivent enfin sur des eaux inexplorées, à l'embouchure de la rivière Kennebec, ils rencontrent des Amérindiens, près de l'actuelle ville de Wiscasset, qui les aident à remonter ce cours d'eau difficile. Un chef amérindien vient alors en canot à la rencontre de la barque française. Mais comme Demont n'est pas très à l'aise et qu'il préfère rester sur son bateau, leur discussion reste courte et ils ne font pas de tabagie. Aucune alliance solide ne peut donc être conclue avec ces peuples. Humanists, all in their own way, had great difficulty establishing a rapport with the Indians. It was partly about language, but more. It was also about a way of thinking about the Indians as, in some sense, inferior to the culture of Europe. Plus il descend vers le sud, plus les contacts de Demont avec les Amérindiens deviennent difficiles. Bientôt, les Amérindiens prennent cette distance pour de l'arrogance et se méfient de lui. C'est bien dommage parce qu'en arrivant à Cape Cod, les Français découvrent un paradis pour s'établir. Mais en se comportant comme les maîtres du pays, les armes à la main, les Français sont au bord de la confrontation. Une escarmouche éclate et un matelot français est tué. La situation dégénère et même Champlain se voit obligé d'ouvrir le feu. L'hostilité est désormais à son comble et les Français doivent se résigner à quitter ce lieu où ils auraient peut-être pu s'établir. Le potentiel de ce territoire est si grand que l'année suivante, Poutrincourt dirige une nouvelle exploration qui descend jusque de l'autre côté de la pointe, juste ici, dans cette baie. Dans son cas, les résultats du voyage sont encore plus catastrophiques. Poutrincourt a beau être d'un sincère humanisme, il craint les Amérindiens et fait preuve de beaucoup de maladresse à leur égard. Il érige quelques croix, dont une ici sur cette plage, qui sont perçues comme des emblèmes de prise de possession. Et ces hommes se nourrissent sans permission du fruit de la récolte autochtone. Puis, lorsqu'il sent que la tension monte, il fait des démonstrations de force pour intimider les Amérindiens. Puis les Amérindiens, effrayés, réagissent à leur façon. Aidez-nous! On nous tue! À l'aide! Tiens, mon ami. Tout ce que nous pûmes faire fut de retirer les corps et les enterrer auprès d'une croix plantée le jour avant. Trois heures après notre départ, les sauvages revinrent sur le bord de la mer. Ils abattirent la croix et déterrèrent les corps. Cette défaite marque la fin des tentatives d'établissement français dans la région actuelle du Maine, laissant du même coup la voie libre aux Anglais qui étaient sur le point de fonder leur première colonie à Jamestown, en Virginie. Poutrincourt arrête ses explorations et peut désormais se concentrer sur son rôle de gouverneur de l'Acadie. Quant à Champlain, qui est le seul à avoir réussi là où ses supérieurs ont échoué, il commence à être considéré comme un véritable chef au sein de la colonie. Entre deux explorations, on démantèle l'habitation de l'île Sainte-Croix et on la déplace vers le magnifique havre de Port-Royal. Champlain et Demont avaient découvert ce port naturel en arrivant en Acadie, mais à l'époque, ils avaient préféré s'établir sur l'île. C'est Champlain lui-même qui trace le croquis de l'habitation en se souciant de maintenir le respect du rang social et de l'ordre. Il y a le dortoir pour les artisans et les petites maisons pour les officiers, le prêtre catholique, le pasteur protestant et le chirurgien. Quant à cette élégante demeure, c'est la même maison préfabriquée en France et érigée pour le sieur Demont à Sainte-Croix. À Port-Royal, elle devient celle de Champlain et de Pont-Gravé. Ce dernier dirige les pêcheries et Champlain, lui, s'adonne au jardinage. Une réplique de l'habitation de Port-Royal est érigée en 1939 au même endroit que l'original. Autour du fort, Champlain aménage des jardins et encourage les colons, qui ne demandent pas mieux, à y cultiver la terre.
Champlain va se bâtir un jardin dans le marais, OK? Il va y installer des réservoirs, des viviers pour le poisson, OK? Mais il y a 2 viviers. Un vivier pour le poisson d'eau douce et qui est nourri par des petits ruisseaux, OK? Puis un vivier pour le poisson d'eau de mer. À Port-Royal, grande première pour les Français en Amérique. Il fait bon vivre et on mange bien. Champlain fonde la Société dînatoire de l'Ordre du Bon Temps. Chaque jour, quelqu'un reçoit une médaille et doit aller chasser. Il la passe ensuite au suivant et le soir, c'est le festin. Nous passâmes cet hiver fort joyeusement. Nous fîmes bonne chère par le moyen de l'Ordre du Bon Temps. Plus utile pour la santé et plus profitable que toutes sortes de médecines dont on eût pu user. Ces gens-là, ils passaient l'hiver à rien faire. Des gens comme Champlain ou les patrons des compagnies, ils foutaient rien, ils s'ennuyaient, ils s'emmerdaient. Ils étaient encabanés, c'est le cas de le dire. Et donc, ils étaient prisonniers de l'hiver. Puis c'est long, là, c'est long. Puis là, ils n'ont pas de télévision, là, ils n'ont pas d'HD, ils n'ont pas rien. Tu sais, je veux dire, tu te regardes en pleine face, puis trouve-toi quelque chose à dire. Et t'es menacé de scorbut, t'es menacé de... Alors, ce que Champlain, déjà, on voit un Champlain qui est proactif. Il se dit, il ne sera pas passif. On ne va pas se mettre à pleurer, puis à prier, puis à réciter le chapelet, tout ça, puis à mourir. On va s'organiser pour manger comme du monde. Donc Champlain pouvait être un bon vivant. Hein. Il avait quand même compris que pour qu'une colonie lointaine puisse subsister, il fallait absolument éviter les dissensions internes. Il fallait donc maintenir le moral des troupes, et en particulier de l'état-major, des officiers. Ces gens-là n'ont jamais mangé tous ces animaux sauvages-là, et on essaie tout. On a tout. Et Champlain offre toujours son commentaire sur, OK, ben, un héron, c'est pas bon. Okay? Les festins de l'Ordre du Bon Temps, qui sont réservés aux officiers et aux Amérindiens, permettent de souder des liens privilégiés avec les nations amérindiennes voisines. Les Amérindiens de l'Acadie forment, selon les calculs de Champlain, 4 nations. Les Micmacs, les Etchemins, les Abénaquis et une branche de Montagnais qu'il appelle Canadiens et qui habitent au nord de l'Acadie et au sud du Saint-Laurent. La bonne entente avec les Autochtones compte pour beaucoup dans la réussite de Port-Royal. Malgré ça, le sieur de Mont est un grand absent des festins et des rencontres avec les Amérindiens. Pas par manque d'intérêt, mais parce qu'il a dû quitter pour la France où une mission importante l'attend. Assurer la survie de la colonie de Port-Royal. Malheureusement, suite à l'hiver désastreux de Sainte-Croix, les ennemis de la Nouvelle-France refont surface et les marchands rivaux en profitent pour contester le monopole commercial du sieur de Mont. Henri IV songe de plus en plus sérieusement à implanter une colonie française entre le Brésil portugais et la Nouvelle-Espagne. Et le sieur de Mont fait tout ce qu'il peut pour raviver l'intérêt du roi pour l'Amérique du Nord. Il lui offre de nombreux cadeaux, mais est-ce suffisant pour sauver la colonie de Port-Royal? J'aime pas le mot opportuniste, puis il y a des gens, on va l'utiliser dans certains moments pour Champlain en disant il a été opportuniste, mais c'est clair que du gars de Mont, lui, il n'était que ça, opportuniste. Et lui, il n'a pas de vision, là. Hein, il est en affaires. Sa femme est arrivée avec une dot, il spécule avec la dot de sa femme. Il a le don de ramasser de l'argent pour organiser des expéditions. Il y a des caribous qui ont été rapportés par Pierre Dugas de Mons d'Amérique du Nord, qui ont été offerts au roi Henri IV. Vivant, hein, et alors Henri IV ne savait pas trop quoi en faire. Et donc, il en a envoyé un au château de Saint-Germain-en-Laye, où les enfants du roi étaient élevés. C'était la pouponnière royale. Et le problème, c'est que le personnel du château de Saint-Germain-en-Laye ne savait pas quoi lui donner à manger à ce caribou. Et donc, il est mort de faim dans les fossés du château. La pièce maîtresse de la stratégie de Mont est un magnifique canot d'écorce amérindien qu'il offre au roi Henri IV. Depuis le quai face au Louvre, le sieur de Mont admire son grand canot d'écorce rouge vif, qu'il lance sur la Seine en ordonnant à ses matelots de pagayer à toute vitesse, au grand plaisir du roi et de son petit dauphin, le futur Louis XIII.
Le 24 mai 1607, les habitants de Port-Royal aperçoivent une voile dans le Havre. On apporte une lettre de France et les nouvelles sont mauvaises. Le sieur de Mont annonce que le duc de Sully, principal ministre du roi et grand détracteur de la Nouvelle-France, est parvenu à faire casser son monopole de la traite des fourrures. Le territoire est désormais ouvert aux marchands rivaux et la compagnie fait faillite. Port-Royal doit fermer ses portes et la France abandonne l'Acadie. Le monopole de monstres se termine en 1607 parce qu'on manque d'argent, on manque de fonds, OK? Et on n'est pas capable de... l'autosubsistance ne se fait pas. On n'est pas capable de pourvoir à ses besoins et on manque d'argent. On est obligé de retourner en France. Champlain rejoint alors de Mont à Paris pour lui porter assistance. Champlain était reçu par le roi Henri IV à chacun de ses retours d'Amérique du Nord. Et le roi prenait toujours beaucoup de plaisir à écouter les récits de Champlain. Donc le courant passait entre les deux hommes, ils s'appréciaient mutuellement. Il réussit à convaincre le roi de lui accorder de nouveau le monopole du commerce des fourrures, mais cette fois-ci pour seulement une année. Une seule année pour monter une colonie qui marche à profit. Pouvez-vous imaginer? Les investisseurs embarquent, mais de Mont ne peut plus rater son coup. C'est pourquoi il décide de rester en France pour administrer lui-même son entreprise. Et qui est-ce qu'il choisit pour commander la Nouvelle-France? Un homme d'exception, un homme qui connaît le terrain et qui a fait ses preuves. Nul autre, vous l'aurez deviné, que Samuel de Champlain. Il ne leur reste qu'à décider où implanter la colonie. Mais le nouveau commandant a une idée bien arrêtée. Pour Champlain, il n'y a aucun doute, le meilleur emplacement se cache quelque part dans la vallée du Saint-Laurent. D'abord, cette région est au cœur du commerce des fourrures pour lequel le fleuve fait office de véritable autoroute. Mais surtout, considérant les récentes activités des Hollandais et des Anglais en Amérique du Nord, la vallée peut être défendue en fortifiant quelques endroits où le fleuve est plus étroit. Et elle possède une porte d'entrée idéale, Québec. La pointe de Québec est en effet un lieu très intéressant pour établir une première habitation. En construisant un phare sur ce promontoire, on peut contrôler et surveiller toutes les allées et venues sur le fleuve, mais particulièrement l'avancée des navires ennemis provenant d'Europe. Et en construisant l'habitation sur la pointe de terre en bas de Cap-Diamant, on se retrouve avec un poste de traite pouvant à la fois accueillir les Indiens venant du fleuve que ceux voyageant par la rivière Saint-Charles. Mais en 1608, quand Champlain redescend le fleuve jusqu'à Québec, tout ce travail est encore à faire. Nous sommes le 3 juillet, donc l'été est déjà bien entamé. Champlain doit se lancer dans une course contre le calendrier pour s'assurer que l'habitation soit prête à temps pour affronter le rude hiver qu'il anticipe. L'habitation que Champlain va faire construire, en fait, n'est pas né de rien. Hein. C'est sûr que les Français, comme les Européens en général, on construisait depuis ce genre de choses-là depuis facilement 200 ans. Et ça va être, ma foi, une habitation, un logis fortifié, je dirais. Hein. La première chose qu'ils vont faire, ils sont pas nombreux, ils sont 28. C'est combien? Ah, OK. Ils sont 28 seulement. Déjà, il va mettre des hommes avec des pelles pour creuser un fossé de 15 pieds de profond. Ça veut dire pas loin de 4 mètres, au fond, hein, de profond, qui protégerait l'habitation qu'on s'apprête à construire. Il y a sûrement des charpentiers, assurément, dans le groupe, hein, parce qu'on va tout raser pour construire l'habitation. Champlain, when he was founding Quebec, this is 1608, and they were racing the season as they always did. He was working these men very hard, and they didn't like it. Plus l'hiver approche, plus Champlain se fait exigeant avec les colons. Il leur laisse de moins en moins de repos, le travail est dur, on mange mal et une certaine grogne commence à s'installer parmi eux. L'un des plus mécontents n'est nul autre que Jean Duval, le seul survivant parmi les colons dissidents attaqués par les Amérindiens à Cape Cod. Un homme qui a souvent eu maille à partir avec les autorités. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir ici?
C'est toi qui en as parlé en premier. Oui. Et qu'est-ce que t'as dit? J'en ai assez de ce petit roi. Qu'on ne pourra pas être heureux ici tant qu'il ne sera pas mort et enterré. C'est ce que je pense aussi. J'ai accès à l'arsenal. Je peux nous avoir de la poudre. Toi, tu crois que tu peux nous avoir 5 ou 6 hommes? Oui. Oui, sans problème. Arme-les du mieux que tu peux. On se retrouve ici dans 2 jours. D'ici là, soyez discrets.